Mais je voudrais rassurer pour dire que l'OFNAC est une institution très sérieuse quand même. Nous sommes 12 membres venant d'horizons divers avec une expertise avérée. Nous avons au sein de l'OFNAC des personnes aussi qui sont des enquêteurs chevronnés, des anciens directeurs de la police judiciaire, des commissaires de police de division de cas exceptionnels, des commissaires principaux. Nous avons également des colonels des douanes, des vérificateurs, de jeunes vérificateurs, à côté de ces fonctionnaires chevronnés, de jeunes vérificateurs, de jeunes enquêteurs, de jeunes auditeurs. Le travail se fait de façon très sérieuse et nous avons 5 niveaux de contrôle du travail. Contrôle qualité. Le premier niveau de contrôle, c'est au niveau du directeur d'enquête. Le directeur d'enquête, c'est lui qui dirige l'équipe. Il veille sur le travail que fait l'équipe, conformément aux normes professionnelles qui nous demandent de travailler avec professionnalisme, avec compétence, avec une bonne planification de la mission, dans le respect aussi de la présomption d'innocence, dans le respect également comment ça s'appelle encore, des normes d'objectivité et de neutralité. Oui. Alors, durant tout le processus, on met les personnes concernées dans une situation de donner leur version des faits. Ça, c'est le premier niveau de contrôle, le directeur d'enquête. Deuxième niveau de contrôle, c'est au niveau du chef du département, enquête, investigation, audit et vérification. Et ce chef de département-là, c'est un inspecteur général d'État. Il fait son contrôle, lui. Donc, deuxième niveau. Troisième niveau de contrôle, j'ai créé un comité de lecture qui est dirigé par un ancien ambassadeur du Sénégal, qui connaît l'administration, et où il y a un ancien ministre du budget pour les questions financières. Il y a un ancien directeur général de la police nationale pour les infractions, pour toutes les questions liées aux présomptions d'infraction à la loi pénale. Oui. Donc, après ce comité de lecture, quatrième niveau de contrôle, c'est à mon niveau, moi. Depuis 20 ans, je suis dans le contrôle, dans les investigations. Cinquième niveau de contrôle, c'est au niveau de l'Assemblée générale des membres. Le rapport qui n'est pas finalisé est remis aux 12 membres de l'OFNAC qui, quelques jours après avoir examiné le rapport, viennent en Assemblée générale donner leurs avis et observations. Donc le rapport est finalisé dans ces conditions des Fatou. Oui. Et dans ces conditions, le niveau la marge d'erreur est extrêmement faible, le niveau d'assurance est très très élevé. Ça ne nous empêche pas, par humilité et par respect de l'indépendance de la magistrature, de parler d'indices graves et concordants ou de fortes présomptions. Quand nous le disons, au moment où nous le disons, nous avons des preuves de ce que nous disons, puisque nous avons toujours, dans le cadre des investigations, des preuves suffisantes, adéquates pour fonder raisonnablement nos constatations. Alors, et conclusions. Pourquoi ils manifestent leur désapprobation? Mais ils ont le droit de manifester leur désapprobation, Fatou. Et nous, on ne polémique pas. Ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on ne polémique pas. Mais je voudrais vraiment préciser que le travail, c'est un travail qui se fait dans le respect des normes professionnelles. Et quand vous respectez les normes, là, le niveau d'assurance est élevé, le niveau de certitude des conclusions est très élevé. Vous avez évoqué également le cas du DG du COUD qui parle d'acharnement même. Il a le droit. C'est son droit le plus absolu. En tout cas, nous, on ne fait pas de politique. Nous sommes loin de la politique. On ne se mêle pas des questions politiques. Franchement, je ne polémique pas avec lui. Il peut dire ce qu'il veut. Mais vous demandez son éjection. Nous avons demandé dans une recommandation. Ça n'a rien à voir avec comment s'appelle la transmission du rapport à l'autorité judiciaire. Oui. Et quand nous transmettons le rapport, nous sommes dessaisis. C'est l'autorité judiciaire qui prend le temps qu'il faut pour voir dans quelle mesure il va donner son opinion. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne cette recommandation-là, c'est que nous avons constaté que de plus en plus, il y a des autorités administratives qui refusent le contrôle et qui manifestent vraiment qui ont des comportements qui peuvent remettre en cause ce que nous avons de plus cher. Ici, c'est la tradition de contrôle au Sénégal. Vous savez, la première inspection générale date de l'époque coloniale, c'était ici à Dakar. L'IGE, qui a plus de 50 ans aujourd'hui, a été créé sur les centres de ces inspections coloniales-là. Nous avons une tradition de contrôle. Et dans l'action de l'État, l'action de l'État est divisée en deux parties.
les activités de l'État. Il y a l'action, il y a la surveillance de l'action. Vous mettez dans l'action tout ce qui est exécution des politiques publiques, tout ce qui est, comment ça s'appelle encore, activités administratives et tout. Mais vous avez à côté la surveillance de l'action par des institutions de contrôle, de vérification et d'audit, mais également par le contrôle parlementaire qui est externe, le contrôle juridictionnel que fait la Cour des comptes également, c'est externe, et le contrôle même administratif. Donc pour dire que dans un pays, c'est comme ça que c'est organisé. Il y a l'action, il y a la surveillance de l'action. Nous sommes dans la surveillance de l'action. Aujourd'hui, Ndeye Fatou, quand une personne renvoie les membres de la Cour des comptes qui viennent faire des vérifications, leur seul tort, c'est de faire des vérifications. Il y a un ministre qui l'a fait. En tout cas, moi, je ne stigmatise personne. Je suis sur des questions de principe, Ndeye Fatou. Oui. C'est inacceptable. Le principe de reddition des comptes, c'est un principe fondamental. Quand vous gérez les affaires publiques, vous devez accepter de rendre compte de votre gestion. Là, l'exercice de la responsabilité met en présence 3 acteurs. Celui qui donne la responsabilité, ça peut être le président de la République, ça peut être un ministre. Et celui qui accepte la responsabilité, qui accepte la nomination, il engage sa responsabilité. Deuxième acteur. Troisième acteur, c'est la personne qui est dans la surveillance, qui peut venir voir dans quelle mesure l'exercice de cette responsabilité a été conforme à l'acte, et à la lettre et à l'esprit de l'acte qui confère la responsabilité. Donc vraiment, il refuse. Et c'est comme un modus operandi, il se passe l'information. Ah, oui. Je me dis, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que lui, il a été entendu à l'OFNAC. Le DG du COUD. Oui, il a été entendu à l'OFNAC sur procès verbal qu'il a signé. Plus tard, on a besoin de l'entendre à nouveau, puisque dans les procédures, comme je dis, quand on reçoit une plainte, oui, la plainte passe par le comité d'analyse et de traitement des plaintes. Ce comité, traité d'abord par le bureau des plaintes, qui fait un premier traitement en résumant la plainte, en mettant la liste des pièces qui sont jointes et en préparant l'accusé de réception. Si c'est une plainte, si c'est une dénonciation, il y a une fiche d'exploitation des dénonciations que nous recevons par le numéro vert. Ensuite, deuxième étape, c'est le comité d'analyse et de traitement des plaintes, qui comprend aussi un avocat, un ancien ministre du Commerce, le directeur général, l'ancien directeur général de la police nationale, un commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. Ils font l'analyse et ils me disent, Madame la Présidente, nous pensons que cette plainte-là doit faire l'objet d'investigation, d'enquête, oui, ou d'audit. Madame la Présidente, cette plainte-là mérite la saisine du médiateur de la République, par exemple, ou d'une autre autorité administrative. Par contre, pour cette plainte-là n'entre pas dans le cadre de nos compétences, mais ce qu'on peut faire, c'est d'orienter, compte tenu vraiment des attentes des populations, de la confiance qu'ils placent en notre institution, on les réoriente en disant, pour cette plainte, il faut vous adresser à telle structure. Mmh. Donc, à partir du moment où nous commençons les investigations, la personne est entendue, mais on entend d'abord le plaignant sur procès verbal. Et les plaintes sont reçues, on ne dit pas que ce que le plaignant dit, c'est vrai. Oui. Non, on respecte totalement la présomption d'innocence. Donc, pour le cas du COUD, vous avez reçu une plainte? On a reçu une dénonciation. Une dénonciation. Et quand on a reçu la dénonciation, on l'a entendu, l'équipe d'enquête l'a entendu, elle est allée là-bas, l'équipe, le chef d'équipe a discuté avec lui, on l'a entendu, et après, on avait besoin d'autres informations. Parce que quand on entend la personne, oui, on va entendre d'autres, on va chercher des éléments de preuve. Il faut, peut-être, parfois, les enquêteurs ont besoin de réentendre la personne. Quand ils ont eu besoin de le réentendre, il a dit qu'il ne vient pas. Et quand le chef de mission m'a dit ça, il m'a dit ça, je lui ai dit, il faut écrire. L'administration est écrite. Il faut toujours écrire pour laisser la traçabilité. Oui. Il a écrit, et quand il a écrit, non seulement il n'est pas venu, mais il a dit aux agents du COUD que si vous répondez à un agent qui répond à l'OFNAC, je l'affecte, je le sanctionne. Et il a eu à faire des affectations. Je n'entre pas dans les détails de l'enquête, mais je parle de ce point-là, oui, qui fait l'objet de polémique. Il n'a pas coopéré. Il y a un agent qui a envoyé un message qu'on m'a remis, qu'on m'a envoyé pour dire que j'aurais dû ne pas coopérer avec l'OFNAC parce qu'aujourd'hui j'ai perdu mon poste. Donc à partir de ce moment, je me dis, mais il faut arrêter. J'ai écrit moi-même au chef de l'État pour lui dire, Monsieur le Président de la République,
voilà le comportement qu'il a eu par rapport à l'équipe d'enquête. Je pense que ces comportements-là posent problème dans notre pays. C'est un début, il faut arrêter, sinon on ne contrôlera plus. Oui. Parce que l'organisme qui contrôle, ça peut être l'IGE, la Cour des comptes. Si elle n'a pas, si les enquêteurs, si les vérificateurs n'ont pas d'informations, c'est difficile de travailler. On a toujours quand même notre boîte secrète, parce que si vous refusez de donner les informations, on peut faire ceci, aller recueillir toutes les informations au niveau de la banque, puisque ça fait partie aussi de nos prérogatives de pouvoir saisir les banques et que le secret professionnel ne nous est pas opposable. Vous pouvez aller jusqu'à une banque pour oui, et le secret bancaire ne nous est pas opposable. Donc, on reçoit les informations, on vous adresse un courrier pour vous dire de répondre par rapport à ces opérations-là du compte. Il faut les justifier. Si vous ne justifiez pas, on peut faire un rapport et remettre au procureur en lui disant qu'il n'a pas répondu, mais voilà la situation. Est-ce que le chef de l'État a accusé réception à votre... C'est pas le chef de l'État pour ne pas accuser réception à un courrier que je lui envoie. C'est le chef de l'État, il est occupé par ailleurs. Mais je sais qu'il lui a parlé, je pense qu'il lui a parlé parce que dès qu'il a terminé, dès que j'ai envoyé le courrier, lui-même, il m'a adressé un courrier, le directeur du COUD, pour me dire que le chef de mission s'est mal comporté. Il a écrit une lettre très incendiaire contre le chef de mission. Je l'ai appelé puisque moi, c'est pas mon je ne lui réponds pas parce que c'est pas à moi qu'il parle. Il parle au chef de mission. J'ai donné la lettre au chef de mission qui a répondu. Et quand j'ai reçu la réponse du chef de mission, je l'ai envoyé au directeur en lui disant que je vous transmets les réponses du chef de mission sur qui vous aviez porté certaines accusations. Mais à partir de ce moment, on s'est dit à l'OFNAC, mais si on continue comme ça, qu'on convoque les gens, ils refusent de venir, c'est une catastrophe, il faut arrêter. Donc il faut on propose une sanction par rapport à ça. Ça n'a rien à voir maintenant, parce qu'on dit, on a des indices, des présomptions d'infraction à la loi pénale. C'est de simple présomption. Le juge n'a pas encore donner son verdict, mais là, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans vraiment l'entrave à l'action de l'OFNAC. Oui. L'entrave à l'action de l'OFNAC et à l'action de façon générale, c'est comme si les gens pensent maintenant qu'ils peuvent simplement refuser de se faire contrôler. Alors, en violation du principe de la reddition des comptes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait la proposition qu'il n'est pas comment ça s'appelle, le chef de l'État n'est pas obligé de nous suivre dans ce que nous faisons, mais nous le faisons vraiment en toute indépendance. Oui, et conformément. Sur la liste de ceux qui ont été épinglés, on voit les noms de certains caciques de l'APR, le parti au pouvoir. Est-ce qu'il y aura des suites? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que nous avons déposé les rapports sur la table de l'autorité judiciaire qui est maître des poursuites. Oui. C'est l'autorité judiciaire qui dispose du pouvoir de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et nous n'avons aucun état d'âme par rapport à ça. Et s'il n'engage pas des poursuites? Ça aussi, on n'y peut rien. C'est-à-dire que c'est pas notre problème. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en parfaite intelligence avec les autorités judiciaires. Quand j'ai envoyé, moi, le rapport, puisque l'OFNAC, la prérogative la plus importante de l'OFNAC, c'est que l'OFNAC dépose directement ses rapports sur la table du procureur. Et quand j'ai déposé le rapport, je suis allée lui rendre une visite de courtoisie pour lui dire que s'il veut des informations complémentaires, tous les enquêteurs de l'OFNAC, y compris le chef de département, sont à sa disposition pour lui donner des informations complémentaires. Et pour lui dire toute notre disponibilité à l'accompagner dans le travail qu'il va faire.